Vendredi 11 mai 2018, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Les avocats des acteurs de la société civile arrêtés depuis le 25 mars dernier ont animé ce matin un point de presse relatif à la situation de leurs clients. Et à cet effet, ces avocats ont déposé une plainte pour arrestation arbitraire. Plus de détails dans cet élément signé Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. S'offusquer contre les arrestations hors normes, mais aussi déplorer les conditions dans lesquelles se trouvent leurs clients, motif de cette sortie médiatique des avocats, des acteurs de la société civile arrêtés depuis le 25 mars dernier. Dans une démarche tout à fait cavalière, parce qu'il faut le dire, c'est en l'espace d'une heure de temps que toutes ces personnes-là ont été entendues, ou en même moins d'une heure de temps qu'ils ont été entendus, ces gens-là, par le juge d'instruction, le doyen des juges d'instruction, qui les a tous placés sous mandat de dépôt. Or, dans leur cas, comme je vous l'avais dit tantôt, déjà les mandats étaient préparés et on a fait que les dispatcher dans des prisons hors du ressort du jugement d'instruction. Ce qui, du coup, fait qu'aujourd'hui, ces gens, ils sont pratiquement, matériellement en tout cas, ils sont privés de l'accès à leurs avocats. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, parmi eux, il y en a qui sont à au moins 4 heures de route de Niamey. Ce qui ne permet pas un facile accès à eux, ce qui constitue à nos yeux une entorse au libre accès à leurs conseils. Les avocats condamnent fermement le laxisme dans le traitement des dossiers de leurs clients. Près de 2 mois d'incarcération, aucun autre acte d'instruction n'a été possible. Et pire, ils n'ont eu droit à aucune visite du juge d'instruction, alors même que l'article 666 du Code de procédure pénale est clair là-dessus, qui fait une obligation au juge d'instruction de rendre visite chaque mois aux gens qu'il a placés. De violation des droits de l'homme, de la défense et de l'absence manifeste de sérénité dans cette procédure, nous avions décidé d'entamer ou d'engager une procédure de dessaisissement du doyen de juge d'instruction conformément à l'article 77 du Code de procédure pénale. Si on était dans des conditions normales, le président du tribunal devait nous répondre dans les 8 jours, au plus tard le 5 avril 2018, par rapport à notre saisine. Mais malheureusement, comme par cousinage à plaisanterie, c'est le parquet de Niamey, à travers la plume de son procureur adjoint, s'arrogeant la robe et les prérogatives du président du tribunal, qui répondait à notre requête en disant qu'il ne peut pas accéder à cette demande. Les avocats ont évoqué également la situation de santé critique d'un de leurs clients, en l'occurrence Ali Idrissa voit sa vie menacée d'un moment à l'autre. Ce n'est plus une question d'urgence, c'est une question de vie. D'un moment à l'autre, nous attendons, en tout cas parce que si dans les 48 heures il n'a pas été évacué, le pire peut se passer. Et nous avons saisi la Commission nationale des droits humains à cet effet. Et nous estimons qu'elle va réagir, qu'elle va s'impliquer pour qu'il soit évacué et ne demande aucune faveur. Au regard de toutes ces conditions irrégulières de leur arrestation et autres, nous venons d'articuler une plainte pour détention arbitraire. Face à cette situation, les avocats ont déposé au tribunal de grande instance hors classe de Niamey une plainte pour arrestation arbitraire des acteurs de la société civile. Vous pourrez d'ailleurs suivre l'intégralité de ces différentes interventions des avocats en partie magazine de cette édition. Après la déclaration rendue publique par les associations islamiques du Niger par rapport au projet de loi sur le statut des notaires, l'acteur de la société civile, Sita Mousselmi, réagit par rapport à cette déclaration. On l'écoute. Figés sur leur décision que certaines dispositions incluses dans le projet de loi sur le statut des notaires sont contraires aux principes islamiques. C'est ce qu'ont martelé les associations islamiques du Niger après leur rencontre avec le ministre de la Justice et les députés. Une décision saluée par la société civile. Objectivement, sur les questions d'intérêt national,
l'association islamique en tant qu'autorité morale gardienne des valeurs religieuses ne doit pas quand même se laisser entraîner aujourd'hui par des acteurs qui n'ont aucun respect, aucune en tout cas logique de respect aussi à ces valeurs islamiques et religieuses, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Niger quand même est un pays musulman à plus de 90%, et en conséquence les autorités, les populations doivent s'inspirer de l'éducation religieuse pour pouvoir en tout cas construire la communauté et la nation. Quoique du point de vue valeurs républicaines, les gens vont vous parler que la laïcité, le Niger a opté pour la laïcité, mais je pense que nous devons rester quand même respectueux des valeurs qui font notre société, les valeurs socio-culturelles et religieuses. Moussoulmi Malam Sita a également invité les oulémas de veiller à ce que les lois islamiques ne soient pas piétinées. L'association islamique, je dis encore une fois, en tant que gardienne de ces valeurs, en tant qu'autorité morale, a le devoir vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des populations de veiller à ce qu'aucune règle religieuse islamique, en tout cas telles que les prescriptions du prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et le Coran, et en tout cas les ont édictées, il ne faudrait pas que ces responsables de l'association islamique se laissent entraîner par des politiciens véreux qui, eux, tout ce qui les intéresse, c'est de satisfaire les déshydratats des Occidentaux. Et alors que tout le monde sait que c'est des lobbies qui sont derrière ça, parce que eux, ils veulent tout simplement d'autres objectifs inavoués qui n'ont rien à voir et qui ne cadrent pas avec nos valeurs socio-culturelles. Donc je pense que c'est vraiment un devoir sacré pour l'association islamique. Les associations islamiques sont les garantes du respect des principes et lois islamiques au Niger. De ce fait, les oulémas ont le devoir de ramener sur le droit chemin tout celui qui déraille. Ouverture ce matin d'une session de formation en faveur des surveillants de la maison d'arrêt de Niamey. Et c'est sous le thème lutte contre les stupéfiants et le respect des droits de l'homme en milieu carcéral. Nefissatou Hassan et Aboubakar Souley. Lutte contre les stupéfiants et le respect des droits de l'homme en milieu carcéral au Niger, c'est le thème de cette session de formation destinée aux surveillants de la maison d'arrêt de Niamey, initiée par l'ONG Reprodef dans le but d'outiller les gardes pénitentiaires en technique de lutte contre les stupéfiants et de dissimulation des différents types de drogues. Le Niger devient de plus en plus un pays de forte consommation, voire de fabrication de drogue, avec le démantèlement récent à Niamey de 2 laboratoires de fabrication de crack qui est un dérivé de la cocaïne. Les drogues les plus récurrentes sur le marché de la consommation sont l'herbe de cannabis, le tramadol, le diazepam, car facilement accessible et à moindre coût. Pour l'exemple, 50 francs CFA le comprimé de tramadol et de diazepam, et 300 francs CFA pour le joint de cannabis. Le présent atelier qui porte sur la lutte contre la drogue dans le respect des droits humains en milieu carcéral vient à point nommé. Il permettra ainsi aux surveillants de la maison d'arrêt de Niamey d'être en contact direct avec les différents types de drogues et de découvrir surtout les techniques de dissimulation qu'utilisent les trafiquants pour y faire introduire la drogue. Ce qui leur permettra également de déceler les différents modes opératoires des trafiquants afin de mieux contrôler et fouiller les personnes et colis suspects qui accèdent à la maison d'arrêt. La lutte contre les stupéfiants et le respect des droits humains en milieu carcéral, à travers la formation de 60 surveillants de la maison d'arrêt de Niamey sur les méthodes de reconnaissance et dissimulation des stupéfiants basées sur des cas pratiques. Elle permet également d'outiller ces agents sur le respect des droits humains, surtout au profit des détenus, de renforcer les capacités des agents de la police et la garde nationale sur l'identification des stupéfiants, des médicaments contrefaits dans la maison d'arrêt. Dans son discours d'ouverture, le rapporteur général adjoint de la Commission nationale des droits humains n'a pas manqué de donner des conseils aux bénéficiaires pour bien profiter de cette formation. Donc c'est vous dire que vous êtes appelés à un moment ou un autre
une période ou une autre, à de hautes responsabilités pour vous engager à lutter contre l'introduction ou la consommation de ces stupéfiants. Donc, soyez attentifs, échangez vos expériences, parce que chacun de vous, depuis 2014 à maintenant, a eu à avoir des expériences où, en vivant dans le milieu, à côté du milieu carcéral, des échanges peuvent être fructueux entre vous, et ces échanges, en profitant de la formation et en combinant vos expériences, vous allez certainement trouver des solutions appropriées. Tour à tour, la représentante de l'ONG Vivre Dignement, la représentante de l'ambassade de France au Niger et le représentant du haut commandant de la garde nationale ont également rappelé l'importance de cette formation qui durera 2 jours. Lancement ce matin au siège d'Orange Niger de sa toute nouvelle offre Wadata Ramadan, une offre lancée ce vendredi 11 mai 2018 qui coïncide à la veille du mois béni de l'islam, et c'est pour répondre aux besoins de ses clients, nous rapporte Nafissatou Yahya sur les images de Nasser Seydou. Cette cérémonie marque le lancement officiel de l'offre Wadata Ramadan d'Orange Niger. Une offre pour améliorer le quotidien de ses clients en ce mois de partage. J'ai donc l'immense plaisir de vous annoncer le retour de nos bonus Wadata et de leurs chameaux sur la ville de Niamey, qui seront adressés donc à l'ensemble de notre clientèle prépayée. C'est ainsi que vous pourrez bénéficier chaque vendredi de bonus qui cette fois-ci sont tout réseau, qui concerneront les rechargements, qu'ils soient faits par carte à gratter, rechargement à rabat ou Orange Money. Et j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que cette opération commence dès aujourd'hui, vendredi 11 mai, puisque pour tout rechargement carte à gratter ou à rabat, vous bénéficierez de bonus tout réseau. Et sur les rechargements par le biais d'Orange Money, vous bénéficiez de 300% de bonus tout réseau. Je précise que ces bonus sont valables 3 jours et sont décomptés à la seconde. Toujours pour accompagner sa clientèle en ce mois béni de l'islam, Orange est venu avec l'offre Portail Magique. Je vous informe également qu'on a le plaisir de vous annoncer que vous pourrez, pendant cette période de Ramadan, obtenir des informations religieuses par le biais de la consultation de notre portail Magique d'Orange, accessible par le dièse 125 dièse 3. Et donc, l'élan de générosité fidèle à Orange, j'ai le plaisir aussi de vous annoncer que nous nous adresserons particulièrement aux personnes les plus vulnérables par des dons de vivres, en particulier dans les orphelinats et les hôpitaux. C'est donc à travers ces offres et ces actes de générosité pour moi l'occasion de réaffirmer fermement notre engagement d'être au plus près des Nigériens pour leur apporter l'essentiel et les accompagner au quotidien. Ainsi, c'est parti pour un mois de partage avec l'offre Orange Wadata Ramadan. Vous rapprochez de l'essentiel Orange. Avoir son propre logement est un véritable parcours du combattant pour le travailleur nigérien. Mais depuis quelque temps, la donne est en train de changer grâce à la politique de logements sociaux des autorités en place, mais aussi grâce aux initiatives privées. Dans ces derniers lots se trouve la société DB IMO qui a apporté un plus dans l'accès à la propriété pour le fonctionnaire moyen. Cette société travaille actuellement sur une cité de plus de 500 logements dans le 5e arrondissement de Niamey. Le compte rendu de notre confrère de Bonferré, Bouli Adamou et Lika Oga. La société DB IMO a vu le jour suite à un constat amer fait dans le secteur immobilier nigérien. Non seulement les taux d'intérêt des crédits étaient trop élevés et les délais de remboursement très courts. Pire, il n'y avait même pas de crédit immobilier proprement dit. DB IMO s'est immédiatement attaqué à cette anomalie. Quand on est venu, on avait trouvé des taux de 12,
14% ici. Et les fonctionnaires devaient rembourser des crédits. Il n'y avait même pas de crédit immobilier, il y avait des crédits particuliers. Donc il fallait payer en 5 ans. Donc on ne peut pas payer une maison en 5 ans, c'est impossible. Autour de 12%, tout l'impact sur un revenu moyen, c'est impossible. Donc il fallait régler ce problème. Donc ça, c'était la mission première. On s'est battu et on a pu le régler en prenant comme modèle à l'époque le SNAD, qui était le syndicat des douanes. On a pu monter un projet pour eux et ils ont eu un financement de 6 milliards pour faire leur logement. Et Ecobank les avait accompagnés à un taux de 9% sur 10 ans. Donc ça, c'était la mission première qu'il fallait régler. Après ça, il fallait aussi faire de sorte que les fonctionnaires nigériens puissent bénéficier, et quel que soit le niveau de salaire. Donc je suis parti de la douane, qui est supposée avoir les salaires les meilleurs, pour aller aux enseignants, qui sont supposés avoir les salaires les plus bas. Et à ce là aussi, on a monté un projet. C'était difficile, mais Ecobank a pu les accompagner aussi. Et on a pu faire pour eux 156 logements. 3 autres projets suivront ces 2 ballons d'essai plutôt concluants. Cité du personnel administratif et technique de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, cité du personnel de l'ARTP, cité de l'hôpital national de Niamey et enfin la majestueuse cité Saga Gourma. 537 logements de type F2, F3 et F4 vont être érigés ici. 62 dotés de toutes les commodités d'une vie moderne sont construits, dont 12 déjà habités. Nous, quand on fait un projet, on dégage les espaces publics qui sont réservés à l'État. Donc, dans le lotissement, il faut sortir un espace pour une école, un espace pour un centre de santé, un espace pour une mosquée, un espace pour un terrain de sport, et un espace pour un centre commercial. Mais il appartient à l'État d'attribuer ces espaces-là à tout demandeur nigérien. Le site est viabilisé avec des routes latéritiques, un réseau interne d'eau potable et d'électricité est déjà en place. Nous, notre rôle, c'est de faire le réseau interne. Il y a un autre acteur qui est la Nigélec. Le réseau qu'on met ici, c'est la Nigélec qui l'exploite. C'est la Nigélec qui va mettre ses compteurs et qui va exploiter. La Seine, même chose. Mais aussi, ils amènent, c'est eux qui mettent leurs compteurs pour exploiter. Donc, mais nous, on fait le réseau interne et ils font la monnaie. Donc, nous, on a déjà fait le réseau pour l'électricité. Je pense qu'incessamment, Angélec va venir pour mettre. La SPEN aussi, ils sont en pied d'œuvre. Ils sont en train de tirer ça au niveau de Sagia pour pouvoir venir vers ici. Pleine d'ambition, DBIMO envisage lancer incessamment la construction de 135 logements au standing pour les Nigériens ayant plus de moyens, mais aussi pour épauler l'agence chargée de l'organisation du 33e sommet de l'Union africaine en 2019 à Niamey. En prélude à la journée nationale de la femme, les femmes des médias privés ont rendu visite cet après-midi à la première femme journaliste du Niger, Mariama Keita, hospitalisée à l'hôpital national de Niamey depuis quelques mois. Ariata Sala, Sadou Doumi. Les femmes des médias privés ont rendu visite cet après-midi à la première femme journaliste du Niger, Mariama Keita, hospitalisée à l'hôpital national de Niamey depuis quelques mois. Ces femmes des médias ont trouvé la doyenne très forte et qui lutte contre sa maladie. Une bonne fête d'abord. Je vous souhaite du bon courage pour pouvoir continuer votre travail. Et dans le calme, dans la sérénité, dans le respect. Ah, ça fait plaisir. Ça donne chaud au cœur. Et ça prouve que les femmes sont sur le terrain et qu'elles continuent de lutter. Ça fait plaisir. Mamie est encore plus contente parce que le fait de voir les femmes sur le pied de guerre, toujours en train de lutter, toujours en train de travailler, eh bien ça fait plaisir. Après la visite, ces femmes des médias privés ont tenu à exprimer leur motivation pour cette visite. On a trouvé en tout cas une femme bien posée, même la maladie ne lui a pas affecté en tout cas donc ses sentiments envers la presse nigérienne. Alors on l'a trouvée en très bon état, de santé. Et vraiment nous avons également profité à l'occasion donc, du 13 mai pour venir rendre visite à cette doyenne qui a tout donné
pour la presse nigérienne. Il faut souligner que c'est une battante. Elle fut la première journaliste femme du Niger. Et en tant que femme, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour elle. C'est venir la réconforter, lui montrer que vraiment nous sommes de tout cœur avec elle. Nous pouvons que souhaiter une bonne guérison, un rétablissement à cette doyenne. Et vraiment, nos pensées sont toujours avec elle. On sait qu'elle est en train de lutter contre la maladie, mais elle n'est pas seule à lutter contre la maladie. Toutes ces femmes remercient le directeur général de l'hôpital national de Niamey qui leur a facilité l'accès dans l'hôpital pour rendre visite à Mariam Keita en compagnie de leur caméra. Meilleure santé donc à la doyenne Mariam Keita. Place à présent à la partie magazine consacrée au point de presse animé par les avocats des acteurs de la société civile arrêtés le 25 mars dernier. Très bonne réception à vous. Certains d'entre eux ont été arrêtés avant même lors de la manifestation. D'autres ont été arrêtés hors même de l'itinéraire de la manifestation. D'autres encore dans un cabinet d'avocats. Il y en a même un qui a été pris sur un tableau et un plateau de télévision. Ils ont été gardés à vue au niveau de la police judiciaire et après le délai de garde à vue de 48 heures, tous ont été déférés au niveau du parquet du tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Et dans une démarche tout à fait cavalière, parce qu'il faut le dire, c'est en l'espace d'une heure de temps que toutes ces personnes-là ont été entendues, ou en même moins d'une heure de temps qu'ils ont été entendus, ces gens-là, par le juge d'instruction, le doyen des juges d'instruction, qui les a tous placés sous mandat de dépôt. Alors, entre-temps, nous avons émis des réserves à l'époque, à raison du fait que lorsqu'un dossier atterrit dans un bureau d'un juge d'instruction, il doit nécessairement entendre la personne avant de la placer sous mandat. Et il s'est trouvé que parmi ces personnes, il y en avait, tous d'ailleurs avaient des avocats, puisqu'on était constitué depuis l'enquête préliminaire, pour la plupart des avocats, mais cela n'a pas empêché, le doyen les a entendus pour certains, hors même la présence de leur avocat. Parce que les mandats étaient déjà préparés. Et certainement que vous vous rappelez de la sortie du procureur adjoint à un moment qui faisait comprendre qu'une administration sérieuse devait déjà préparer les documents, ce qui n'est pas du tout le cas en matière de justice. Lorsque vous voulez entendre quelqu'un, c'est sur la base de ce que vous avez recueilli comme propos que vous devez normalement décider de décerner un mandat ou pas. Or, dans leur cas, comme je vous l'avais dit tantôt, déjà les mandats étaient préparés et on a fait que les dispatcher dans des prisons hors du ressort du jugement d'instruction. Ce qui, du coup, fait qu'aujourd'hui, ces gens, ils sont pratiquement, matériellement en tout cas, ils sont privés même de l'accès à leurs avocats. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, parmi eux, il y en a qui sont à au moins 4 heures de route de Niamey. Ce qui ne permet pas un facile accès à eux, ce qui constitue, à nos yeux, une entorse au libre accès à leurs conseils. En conséquence de ce que mon confrère ou notre confrère vient de vous exposer, à la date d'aujourd'hui, près de 2 mois d'incarcération, aucun autre acte d'instruction n'a été posé. Et pire, ils n'ont eu droit à aucune visite du juge d'instruction, alors même que l'article 666 du Code de procédure pénale est clair là-dessus, qui fait une obligation au juge d'instruction de rendre visite chaque mois aux gens qu'il a placés. Mais dans ce cas d'espèce, près de 2 mois d'incarcération, ils n'ont eu droit à aucune visite. Pour toutes ces raisons de violation des droits de l'homme, de la défense et de l'absence manifeste de sérénité dans cette procédure, nous avions décidé d'entamer ou d'engager une procédure de dessaisissement du doyen de juge d'instruction conformément à l'article 77 du Code de procédure pénale.
au terme duquel je vais vous donner lecture. Le dessaisissement d'un juge d'instruction au profit d'un autre peut être demandé au président du tribunal dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice par requête du procureur de la République agissant spontanément, soit à la demande de l'inculpé, comme dans le cas d'espèce, ou de la partie civile. Le président du tribunal doit y statuer dans les 8 jours par une ordonnance qui ne sera pas susceptible de voie de recours. Donc, du coup, si on était dans des conditions normales, le président du tribunal devait nous répondre dans les 8 jours, au plus tard le 5 avril 2018, par rapport à notre saisine. Mais malheureusement, comme par cousinage à plaisanterie, c'est le parquet de Niamey, à travers la plume de son procureur adjoint, s'arrogeant la robe et les prérogatives du président du tribunal, qui répondait à notre requête en disant qu'il ne peut pas accéder à cette demande, mais sans pour autant ignorer qu'il n'appartient pas au parquet ou au procureur d'apprécier le bien fondé d'une telle demande. Et pour une logique toute simple, en dehors des prescriptions de la loi, au nom du principe du parallélisme procédural, c'est le président du tribunal qui désigne les juges d'instruction et c'est à lui de les dessaisir. Mais malheureusement, c'est le procureur adjoint qui a daigné répondre à cette requête, alors même que c'est une compétence dévolue du point de vue de la loi au seul président du tribunal. Aucune surprise à notre égard suite à l'intervention du même parquetier sur une télévision de la place qui tentait vainement de défendre l'indéfendable. Je voulais parler de l'irrégularité des mandats de dépôt tels que retracés tout à l'heure par notre confrère, parce que dans le cas d'espèce, dans le cas de nos clients, dans ce cas d'espèce, c'est que les mandats étaient déjà préparés, étaient déjà remplis avant la comparution de nos clients, avant qu'ils ne soient entendus, avant qu'ils ne soient inculpés. Mais le parquetier tentait quand même de défendre cette position, mais nous le renvoyons pour sa propre gouverne à la lecture de l'article 129 du Code de procédure pénale qui dit ceci, que le juge d'instruction ne peut délivrer un mandat de dépôt qu'après interrogatoire. Et vous avez constaté dans le cas d'espèce, il y a eu d'abord les mandats de dépôt avant que les personnes ne soient entendues, avant qu'elles ne soient inculpées. Ce qui est somme toute une violation grave du droit et de la loi. Leur vie qui est désormais en danger. Nous n'avons pas voulu intervenir sur ce point, mais au regard de certaines contre-vérités troublantes que nous entendons d'ici et là sur l'état de santé d'un des détenus, notamment M. Ali Idrissa, nous avons jugé utile de vous dire exactement ce qui se passe par rapport à l'état de santé de M. Ali Idrissa, qui se trouve au moment où je vous parle dans un état de santé très grave, et c'est formel, il faut le tenir comme formel et solennel, son état de santé est grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis 10 jours, il y a 10 jours de cela, M. Ali Idrissa, se sentant mal, a consulté les services locaux qui ont avoué qu'ils n'ont pas les moyens nécessaires pour l'examiner. Ce n'est pas des soins, pour examiner son état de santé. Ils ont prescrit son transfèrement à Niamey pour des examens médicaux parce que comme elle n'avait d'impuissance matérielle, elle n'avait aucun moyen de l'examiner et son état de santé recommandait qu'il soit à Niamey même le lendemain. Le régisseur de la prison civile de Filingué a pris aussi la question au sérieux. Monsieur Ali Idrissa devait dès le lendemain se rendre à Niamey pour se faire consulter et c'est pas lui qui l'a voulu, c'est le médecin qui a dit que c'est urgent, il faut qu'on sache de quoi il souffre. Mais il se trouve que
le régisseur de la prison civile de Niamey s'est rendu le matin pour lui dire, voilà, il y a un véhicule, mais je tiens, comme par avis de bonne foi, à vous dire que les pneus de ce véhicule ne sont pas en bon état. Comme quelqu'un qui est gêné, à qui on a dit il faut partir, mais, et naturellement notre client, M. Ali Idrissa, a senti sa vie en danger, parce que lorsqu'on vous prévient que déjà l'état des pneus, lorsque vous acceptez et sachant les conditions dans lesquelles on vous a jeté à 400 ou à 180 km de Niamey, à 4 heures de route, les conditions de votre arrestation, et lorsque vous savez, c'est que la manière dont votre procédure expéditive a été organisée, c'est que vous avez de bons droits de craindre pour votre vie. Et il a estimé qu'accepter de rentrer dans ce véhicule, c'est se suicider. Donc naturellement, M. Ali Idrissa a refusé de se suicider. Il a refusé de rentrer dans un véhicule dont le régisseur de la prison a pris soin-même de lui dire qu'il n'est pas en bon état. Il a dit c'est très simple. La défense de l'administration peut intervenir à tout moment. On comprend, nous sommes aussi des citoyens, mais je vous donne l'occasion, je vais faire venir mon véhicule en présence des gardes, vous m'amenez, vous m'examinez pour savoir de quoi je souffre. Au moins pour savoir de quoi je souffre. Et je ne souhaite même aucune faveur. Même pas passer 3 heures à Niamey. Juste le temps de me faire examiner, puisque c'est le médecin de l'hôpital de Filingué qui l'a prescrit. À un moment donné, le régisseur a voulu accepter, mais apparemment, lorsqu'il a contacté son hiérarchie, très tôt le matin, à 5 heures le lendemain, alors que Ali Idrissa a déjà prévenu sa famille pour le faire venir le véhicule le vendredi 4 mai, déjà le jeudi à 5 heures, on les réveille pour lui dire de rentrer dans le même véhicule. Dans le même véhicule à 5 heures, comme si on voulait cacher quelque chose à 5 heures du matin. Ali Idrissa a dit, mais hier vous m'avez dit que ce véhicule n'est pas en bon état. Entre hier et aujourd'hui, comment vous allez me présenter le même véhicule pour aller à Niamey? Qu'est-ce qui se passe? Et depuis lors, je vous dis, M. Ali Idrissa voit son état de détention se durcir du jour au lendemain, et sa santé ne fait que s'aggraver sous les yeux impuissants des services médicaux locaux. Et c'est pourquoi nous avons cru devoir saisir la Commission nationale des droits humains conformément à l'article 19 de la loi 2012-44 du 24 avril 2012 pour qu'elle s'implique pour son évacuation recommandée par les médecins locaux afin qu'ils puissent faire des examens dans des conditions humaines. Je vous dis, et c'est pour finir, Ali Idrissa voit sa vie menacée d'un moment à l'autre. Ce n'est plus une question d'urgence, c'est une question de vie. D'un moment à l'autre, nous attendons, en tout cas parce que si dans les 48 heures, il n'a pas été évacué, le pire peut se passer. Et nous avons saisi la Commission nationale des droits humains à cet effet. Et nous estimons qu'elle va réagir, qu'elle va s'impliquer pour qu'il soit évacué. Elle ne demande aucune faveur. Et c'est pour toutes ces raisons, et c'est pour résumer, au regard des conditions de leur arrestation, et vous savez, pour une manifestation pacifique projetée qui n'avait même pas eu lieu, au regard de toutes les irrégularités constatées, et lorsqu'on sait que depuis bientôt 2 mois, aucun acte n'a été posé, alors, et c'est l'information du jour, nous vous informons que nous portons à votre connaissance qu'au regard de toutes ces conditions irrégulières de leur arrestation et autres, nous venons d'articuler une plainte pour détention arbitraire. Nous restons convaincus que force doit rester à la loi. Nous sommes déterminés à ce que le droit triomphe dans cette affaire et que ce dossier, au-delà des principaux détenus, que cette affaire serve l'État de droit et la justice.